formation que j'aimerais faire moi, parce que je pense que c'est un domaine qui est en plein essor et qu'il y a plein de choses à apprendre. Donc en fait, je me suis intéressée au psychiatre Guillaume Font, qui a lui-même créé un ouvrage, un livre, qui a publié un livre qui s'appelle Bien manger pour ne plus dépressant, que je vous conseille, donc qui est aux éditions Odile Jacob et qui est sorti en 2022. Donc en fait, lui, ce qu'il dit dans cet ouvrage, c'est que la psychonutrition va changer le visage de la psychiatrie. Et vraiment parce qu'en fait, quand on lit son livre, quand on lit en tout cas quelques passages, en fait, il explique pourquoi et comment, donc c'est ce que vous allez découvrir dans les quelques lignes qui vont suivre. Donc là, en fait, c'est une interview qu'il a donnée en 2022, au même moment où il a sorti son livre, à un journaliste qui lui demande comment définissez-vous la psychonutrition et pourquoi lui prévoyez-vous un tel essor. Et en fait, lui, il explique que la psychonutrition étudie la façon dont ce que nous mettons dans notre assiette va influencer notre cerveau et notre santé mentale. Donc moi, c'est quelque chose auquel je croyais beaucoup déjà parce qu'enfant, j'avais une maman qui cuisinait beaucoup et qui apportait beaucoup d'importance à la nourriture, aux vitamines, à ce qu'on avait dans l'assiette. Et à ce que ce soit toujours bio, du jardin, enfin de bons produits. Et du coup, j'ai été éduquée un petit peu là-dedans. Donc peut-être que c'est pour ça que je suis familiarisée avec ça. Mais du coup, je vais vous en parler parce que ça va concerner aussi le monde de la psychiatrie, mais pas que. Le monde même des maladies neurodégénératives, parce que ça peut nous aider dans la prise en charge qu'on a avec nos patients. Pourquoi? Parce que quand on a un patient par exemple qui peut manquer, ça c'est vrai Marie-Hélène, tu vas pouvoir peut-être appuyer ce que je dis, mais de certaines vitamines ou souffrir de carences alimentaires, ça va avoir quand même une incidence sur ses capacités mnésiques, sur son énergie et sur tout un tas de choses. Sauf que tout ça, ça va être laissé de côté, bien souvent. On ne va pas s'intéresser à tout ça, ou du moins pas dans ce qui est la dépression et l'anxiété. Et c'est bien dommage. Parce qu'en fait, il y a un lien. Donc lui, il dit que ça concerne aussi toutes les pathologies, qu'il ne s'agit pas du traitement des troubles alimentaires comme la boulimie, l'anorexie, tout ça. Hein, c'est pas ça la psychonutrition. Ça peut être utilisé pour ça, mais c'est pas l'objet en tout cas de ses recherches. Donc en fait, lui, il dit que la psychonutrition va exploser parce que deux conditions sont réunies. La maturité scientifique et l'intérêt du public. C'est vrai qu'on a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la nutrition, aux vitamines, aux compléments alimentaires et à toutes ces choses-là. Dans les nouvelles études, ce qu'ils démontrent, c'est que ça va de lien, en fait. C'est vraiment un lien. Une personne qui peut être dépressive ou anxieuse, souvent, quand on va rechercher les causes de son anxiété, de sa dépression, on peut trouver des liens dans tout ce qui est physique. Donc, si on creuse un petit peu, et si on lui demande comment elle mange, comment elle s'alimente, etc., on va découvrir aussi qu'elle est malnutrie, qu'elle n'a pas d'apport suffisant. Et comment on fait pour savoir, j'allais dire, qui de la poule ou de l'œuf a commencé? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'on est mal nutri qu'on va développer peut-être plus facilement une dépression, ou est-ce que c'est parce qu'on est en plein la tête sous l'eau et en pleine dépression que du coup on mange mal? C'est un cercle vicieux en fait. Je pense que l'un influence l'autre et que les deux facteurs en fait coexistent en fait. L'un ne va pas sans l'autre. En fait, je pense que quand on est déprimé, on va avoir tendance à moins manger, à moins s'alimenter, mais le souci c'est que ça va nous priver de certains apports essentiels pour que notre cerveau fonctionne bien, et du coup il y a un cercle vicieux qui se crée et donc une boucle. Et quand on s'alimente mal, oui voilà, c'est ce que je voulais dire, je me suis embrouillée. Et quand on s'alimente mal, on va être déprimé aussi. Donc c'est une boucle en fait qui s'installe. Voilà. Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas le plaisir, voilà. Et en fait, lui, il parle surtout d'un régime méditerranéen, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins qui l'ont évoqué, ça, puisque j'avais vu, on avait fait une formation il y a de ça 5 ans peut-être sur l'hôpital avec un cardiologue qui était venu
sur l'hôpital de Castellucci, et qui nous avait lui aussi informé sur la psychonutrition. Donc ça fait un moment. Et lui s'en servait en cardio. Voilà, donc c'est vraiment un domaine qui petit à petit pose ses bagages dans le monde de la santé. Et du coup, lui, qu'est-ce qu'il dit? En fait, il dit que beaucoup de gens ne font pas le lien entre leur santé physique et leur santé mentale. C'est vraiment deux choses qui dissocient. Mais qu'il pense, lui, en fait, que il est possible d'agir sur son bien-être psychologique grâce à l'alimentation. C'est vraiment quelque chose qu'il appuie. Et mais après, il dit bien sûr que l'alimentation n'est pas le seul facteur qui va influencer notre santé mentale, bien évidemment. Ça va être aussi l'activité physique, le fait d'avoir des liens sociaux, tout ce qui crée notre quotidien. Mais en tout cas, elle a un impact important. Et en fait, il dit aussi que si on a une bonne alimentation, on va pouvoir être à même de gérer plus efficacement les situations du quotidien et les situations négatives, par exemple. Une personne qui est bien nourrie, avec les bons apports, qui peut vivre des éléments de vie négatifs comme un deuil ou ce genre de choses, va mieux les affronter qu'une personne qui sera en carence ou qui aura tendance à moins bien s'alimenter sans même être en carence. Hein. Dans son étude, et pas que lui, puisque moi ça m'intéresse, donc du coup je lis plein de choses là-dessus. En fait, le gras, le sucre va attaquer notre cerveau. Donc va avoir des répercussions qui sont catastrophiques en fait, sur nos cellules, sur le cerveau en particulier. Vraiment, et du coup ça va jouer aussi sur notre santé mentale. Et cette mauvaise alimentation aussi, ça va être aussi quelque chose qui va pouvoir générer à long terme, avec d'autres facteurs bien évidemment, mais qui va être quand même dans les facteurs de risque de développer une maladie neurodégénérative. Voilà. Donc tout ça doit pousser quand même, je pense, les personnes de nos jours à prendre soin de leur alimentation et à avoir une éducation, en tout cas, sur la nutrition. L'hygiène alimentaire. Et le problème, c'est que bien souvent, les personnes, en fait, le grand public n'a pas accès en fait à toutes ces ressources. On sait qu'il faut bien manger, on nous le dit à la télé, manger, bouger. Oui, mais comment s'alimenter? Et pourquoi Et pourquoi? Voilà. Et puis c'est cher aussi. La question aussi, les recommandations ont évolué aussi. C'est ça. Parce que moi, je vois du temps de mes grands-parents ou même de mes parents, on leur disait, pour les enfants, il faut manger de la viande midi et soir. Ouais. Et maintenant, on nous apprend qu'en fait, 2 fois par semaine, grand max, ça serait suffisant. C'est ça. Donc là aussi, les personnes qui ont été éduquées d'une certaine façon, tout à fait, ça semble compliqué maintenant de les faire revenir en arrière. Et ça crée une confusion. Mais c'est pour ça que d'où l'intérêt peut-être de cette formation en psychonutrition, pour justement avoir un petit appui. Alors je ne dis pas qu'on va faire de la diététique ou se prétendre nutritionniste. Hein. C'est pas du tout ça l'objet, parce que je pense que c'est un métier apparent. Enfin, un métier, de toute façon, il faut une formation, mais en tout cas avoir peut-être les outils, quelques outils pour accompagner les personnes et ou tout du moins poser les bonnes questions, savoir comment elles s'alimentent, ben déjà c'est important pour peut-être leur donner quelques pistes en fait, recommandations. Voilà. Et lui en fait, il dit qu'en fait l'essor massif de la psychonutrition, c'est une question de temps et qu'en fait il le voit prendre toute son ampleur dans 10 à 15 ans. Parce que toutes les recherches scientifiques sont actuellement en cours et qu'il y a vraiment une ampleur qui se fait petit à petit. Et il y aura donc dans 10 ou 15 ans vraiment des vitamines spécifiques qui vont être créées apparemment, de ce que j'ai lu, avec tout un tas de complexes mais vraiment spécifiques par rapport à la santé mentale. Ce qui est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui en fait, ce qui se passe quand une personne va mal, qu'est-ce qu'on lui donne? Un antidépresseur ou un anxiolytique ou ce genre de choses. Mais finalement, donc ça va
camoufler un petit peu le symptôme pendant quelques mois, mais est-ce que finalement, au fond, on ne pourrait pas revoir un petit peu l'hygiène de vie du patient, lui apporter quelques clés et faire basculer un peu le... C'est ce qu'il dit, voilà. Sans écarter le traitement s'il y en a vraiment besoin dans une période aiguë, tout ça, mais s'intéresser aussi à la vie du patient. Parce qu'en fait, certains médecins, même généralistes, distribuent des traitements sans savoir ce que fait le patient de sa vie. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous faites un peu de sport? Tout ça, c'est des questions qui sont complètement écartées. Et c'est dommage. Parce que du coup, on donne un traitement, mais sans en savoir plus sur la vie sociale du patient. Donc c'est un peu tout ça dont il parle. Et après, on lui pose une question donc, dans cet article, et on lui dit que l'action sur l'humeur est-elle donc assez forte pour nous protéger des troubles psychiques? Et lui, il dit que c'est un constat, parce que le régime méditerranéen, qui englobe un peu de poisson gras, de l'huile d'olive, beaucoup de fruits, des légumineuses comme les pois chiches, les lentilles, les haricots blancs, rouges, etc., et légumes, a fait la preuve de son efficacité en santé mentale sur le suivi de 12 000 Espagnols pendant 6 ans. Et cette étude en fait a relevé que ceux qui mangent méditerranéen ont jusqu'à 30% de risque en moins d'être touchés par la dépression par rapport aux autres. Voilà. Donc c'est énorme, 30%. Alors bon, il y a 12 000 personnes, certes, l'échantillon il est quand même important, c'est pas un échantillon. Après, voilà, il faut voir comment elle a été, les critères de vie particuliers, c'est ça. Qui peut favoriser aussi la dépression. Or, justement, je m'étais intéressée à ça aussi, j'avais lu là-dessus. Ben, figurez-vous que même s'ils sont dans le noir, etc., ben, il n'y a pas non plus énormément, il peut y avoir des dépressions dues au manque de luminosité, tout ça. Et c'est pas non plus, tu vois. Mais pourquoi? Parce qu'on mangeait beaucoup de poissons, etc. dans ces civilisations. Et ça, le poisson, tout ça, c'est des acides gras, en fait. Des oméga 3, tout ça. Oui, qui va nous... En fait, c'est ce qui va nourrir aussi notre cerveau. Ça va être la base, un petit peu. Et donc lui, en fait, il parle de ce régime méditerranéen et il dit qu'à la fois, ça peut être une prévention de la dépression et aussi un soin pour traiter la dépression, sans bien sûr que ce soit le seul critère. Le seul critère, voilà. On va pas dire à une personne, je vais vous soigner de la dépression, lui non, juste le régime méditerranéen. Et donc en fait c'est le seul régime qui aide à la fois à prévenir et à soigner la dépression, ce qui est très rare en dehors de l'activité physique et de la méditation en pleine conscience. Puisque l'activité physique et la méditation, c'était deux outils qui avaient été explorés justement pour traiter la dépression. Voilà. Et ça avait prouvé son efficacité. Et lui, il dit que plus généralement, une méta-analyse de 2020 a montré que la consommation régulière de légumes diminue de 9% le risque de dépression et celle de fruits de 15%. Donc quand j'ai dit ça à mon mari, il était très déçu parce qu'il m'a dit « Mais attends, alors c'est tout ce que j'aime pas. Je vais être en dépression, c'est sûr, si je mange tout ça. » Eh bien non, parce que apparemment, ça a montré bel et bien ses preuves. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce que j'ai lu d'intéressant dans l'article? Donc en fait, il disait oui que la dépression était la maladie mentale la plus fréquente. On le voit aussi chez nos personnes à nous en fait. Pourquoi j'ai pris cet article? Parce qu'on a beaucoup de personnes âgées qui ont justement un trouble de l'humeur, un état dépressif. Et je me suis dit, ben, ça pouvait être un élément supplémentaire d'accompagnement. Et lui, il dit qu'un Français sur 5 en souffrira au cours de sa vie. Donc c'est énorme, en fait. C'est vraiment énorme. Ah oui, c'est énorme. Voilà. Et il dit aussi que les antidépresseurs demeurent inefficaces chez beaucoup de patients. Ça, on le voit. Hein. C'est vrai qu'on a des patients sous traitement, mais il n'y a pas d'amélioration, malgré le traitement, malgré l'augmentation. On n'a rien du tout. Après, il explique... Ah oui, ça c'était intéressant, je crois. En fait, il dit que les principaux antidépresseurs utilisés depuis 30 ans se fondent sur une seule hypothèse, un déficit dans le cerveau
qui est la sérotonine. Donc en fait, ce que vont faire les antidépresseurs, c'est inhiber la recapture de la sérotonine, hop, faire monter un petit peu ce taux. Mais ils disent maintenant que cette hypothèse est très contestée. Et ça, c'est tout récent. Depuis 2022, on va dire qu'il y a, je ne sais pas toi Marie-Hélène si tu as lu ce genre de choses, mais ils le contestent beaucoup maintenant, cet effet Non, je sais pas trop. de la sérotonine. Ouais. Voilà. Pour moi, ça m'intéressait, alors j'ai lu un petit peu. Donc là, il parle d'une étude, d'une publication au cours de l'été 2022 dans la revue Molecular Psychiatry, d'une analyse globale de recherche menée sur le sujet qui a échoué à détecter un tel déficit de sérotonine chez de nombreux patients. Voilà. Donc quelques patients, effectivement, avaient un déficit sérotoninergique, enfin de sérotonine, mais d'autres pas du tout. Et la plupart pas du tout. Oui, donc les médicaments, ça ne sert vraiment à rien. Alors non, parce que Non, parce que ils vont quand même avoir un effet pour certains, et même et très puis, bénéfique, parce que ça et aide puis quand ils même. jouent pas tous sur la Voilà, sérotonine. il y a aussi Il y a la dopamine, le etc. système de Voir récompense, les deux, voilà. etc. Et puis l'effet placebo aussi. L'effet faut pas oublier. placebo, et puis le fait qu'effectivement, du coup, ils sont pris en charge par, C'est ça. par un médecin et vus régulièrement. Donc ça améliore. Donc du coup, il existe tout de même d'autres antidépresseurs qui ciblent tout un panel de neurotransmetteurs, comme on l'a dit, dopamine, etc. Mais qui sont encore loin de prendre en compte toutes les voies biologiques impliquées dans la dépression. Et pour faire simple, on ne connaît pas encore vraiment Oui, tout à fait. les Et ils facteurs. cherchent actuellement justement comment traiter les dépressions qui résistent Et lui, à la il fait sérotonine. partie Voilà. justement de cette unité, Guillaume Font. Il fait partie du centre de dépression résistante en fait. C'est lui qui reçoit les patients qui justement présentent une résistance aux médicaments. Et c'est pour ça qu'il s'est intéressé à la nutrition parce que à un moment donné, il ne savait plus quoi proposer à ses patients. Et il s'est dit, bon ben maintenant on va essayer de trouver quelque chose. Et il a fait des recherches sur la nutrition. Mais vraiment, je vous invite à aller voir ces vidéos, tout ça, parce que Il s'appelle comment, tu me dis? Guillaume Font. Peut-être, il faudrait que les professionnels de santé déjà soient à même de maîtriser le sujet. Et il faudrait qu'ils s'y intéressent tout simplement. Et après, il faudrait qu'ils se forment. Et après, on n'a pas besoin d'être nutritionniste ou diététicien ou autre pour pouvoir dispenser ne serait-ce qu'une éducation alimentaire aux patients. Je veux dire, dans une consultation qui dure 2 heures, on peut prendre 10 minutes pour justement poser les bonnes questions au patient, savoir comment il s'alimente et lui donner juste une simple fiche avec quelques recommandations. Ça, c'est Parce que si Après, ça touche, voilà. si ça touche en fait les syndromes dépressifs, ça sera plus effectivement un psychiatre ou des Psychiatre. psychologues qui prennent, qui ont un peu plus de temps. Si ça touche les maladies neurodégénératives, ça sera nous, on peut prendre ce temps-là. Parce que moi déjà, je leur donne des conseils justement d'hygiène de vie, d'activité physique. Et j'avais moi dans les faire nous-mêmes. Voilà, donc effectivement l'alimentation, elle rentre dans ces fiches de conseils de prévention. Et si c'est après par exemple pour les neuros, enfin pour la prévention des AVC, pour tout ce qui est cardiovasculaire, c'est pareil, ça sera des spécialistes qui, et je pense que ça peut faire entrer, ça peut faire partie de la consultation du spécialiste. Le médecin généraliste, alors là, moi je suis pense pas pas du que tout. ça s'intéresse. Voilà. À part Je suis certains, d'accord. parce que certains, ils ont quand même, après ça dépend. Mais ils n'auront jamais Tout le temps. monde est Voilà. différent, Ouais. voilà. Et après, pour peu que, effectivement, par exemple, nous ou un spécialiste disent ça serait bien d'aller dans ce sens-là, elle devrait pouvoir proposer des régimes, une alimentation. Voilà, qui prend le relais. Je pense que chacun son métier là. Voilà, Bien un sûr. professionnel de santé, enfin je veux dire, qui est capable de dispenser vraiment, de donner les bonnes informations. Bien sûr. Nous, on peut donner quelques informations, puis déjà dépister peut-être, savoir si la personne justement est en carence, savoir si elle s'alimente mal, comment elle Moi, je s'alimente. vois dans les supermarchés, les personnes âgées, souvent sur
sur leur tapis, il y a beaucoup de sucreries. Hein. Oui, Voilà. ben Eh oui. oui. Sauf que le Beaucoup sucre, de crème. Alors, tu sais, tout ce qui est crème caramel, Ouais. crème chocolat, crème à tout ce que tu veux. Moi, j'ai remarqué que les personnes âgées, elles avaient souvent dans leur caddie, c'est ce genre de choses à manger. D'aliments, ouais. Des biscuits. ça fait du bien de temps en temps. Oui, mais il y en a à qui en mangent terme, tous les jours. Ça va Après, créer une voilà. inflammation. Mais c'est surtout Voilà. que en vieillissant, alors je sais plus comment, je pourrais vous le retrouver, mais je sais que le goût change. Oui. Et c'est ce qui fait qu'en fait les personnes voilà, Oui. se détachent, j'allais dire, du salé, enfin Oui. de la viande, des protéines, Oui. pour avoir cette appétence particulière au sucre. Et justement, la viande est très absente des caddies des personnes âgées. Hein. Alors les fruits encore ça va, les légumes un petit peu parce que l'hiver quand même, les personnes âgées j'ai remarqué elles sont quand même assez attachées à la soupe, au potage, aux choses comme ça. Mais c'est vrai que la viande est souvent très absente de leur caddie. Hein. Du poisson gras. Là, Ouais. c'était plutôt, en fait, la viande, il dit deux fois par semaine, je crois, dans le... En fait, il y a une petite pyramide que je vous donnerai si vous voulez. Régime méditerranéen, et je crois que la viande, c'est, oui, 2 fois par Et semaine. puis Oui, mais après, il y a le poisson, et puis la il y a, dose, il y a, elle est- voilà, La il y a un dose- petit la peu dose plus. de Oui, protéines, oui. elle a à peu près 200 grammes, 150 grammes maximum. Parce que la dose de viande, que ce soit blanche ou rouge, c'est pas des doses supérieures à 150 grammes, jamais. Il faut intégrer aussi les œufs là-dedans, donc le poisson et la viande rouge et blanche. Donc, Oui. Mais ça dépend de l'âge, parce que les personnes âgées, la Après, protéine, voilà, Ouais. ils stockent Ça pas la dépend de protéine. l'âge. On perd Après, la t'as des protéine. niveaux Après, tu as la dentition. Bien sûr, Il faut voilà. mâcher, parce Voilà. que la viande, Ça c'est pose difficile problème, à hein. manger. Et puis après, tu as aussi beaucoup de personnes âgées qui achètent des choses quelquefois toutes prêtes, c'est-à-dire par exemple des sardines Alors, en boîte. justement, C'est pour ça que le rayon de poissons en boîte est énorme dans les grandes mais surfaces. c'est très bon. Parce que beaucoup de Mais personnes c'est âgées très, très achètent bien. le maquereau et les sardines Ah ben en c'est- boîte. mais Mais c'est ça, très très bien. Voilà. Il faut qu'elle continue parce qu'en fait c'est plein d'oméga 3. Voilà. C'est très bien les sardines Ouais, ouais. en boîte. Bon, Mais ça pas se tous mange, les jours, tout le temps, ça se mais mange apparemment, c'est très facilement bon. aussi. Et ça se mange Voilà. facile. Oui, mais- Et ça se prépare pas. Et ça se Non. fait. Et alors pour continuer un petit peu du coup, en fait il explique que cette méta-analyse dont je vous parlais tout à l'heure, qui a un petit peu cherché à comprendre d'où venaient, enfin quelles étaient les voies biologiques impliquées dans la dépression. Donc en fait, cette méta-analyse a aussi montré que les patients dépressifs possédaient un taux d'oméga 3 et d'acide gras qui était très peu disponible en fait, en chute. Donc, il recommandait vraiment une prise justement supplémentaire d'oméga 3 pour combler un petit peu ce déficit. Donc ça, c'est quand même révolutionnaire parce que jusque-là, on disait que les personnes dépressives étaient soit qu'elles le faisaient exprès pour certains, ou alors on leur donnait des traitements, mais quand elles ne réagissaient pas, on disait oh là là, enfin voilà, c'est de la dépression résistante. En réalité, dans tout ce qu'on dit, dépression résistante, ça existe peu. C'est souvent que les thérapies ne sont pas efficaces aussi. Voilà. Mais il faut que tout ça bouge. Et le problème, c'est qu'on est encore trop ancré dans l'ancien. Donc il faut avancer un petit peu. Donc lui, il dit que si nous proposons des oméga 3 à tous nos patients, c'est pour 2 raisons. Parce que lui, il en propose à chaque fois à ses patients. D'une part, parce qu'ils sont très bien tolérés, ils n'ont aucun effet indésirable. Voilà. Donc à chaque patient, de toutes les manières, il leur prescrit des oméga 3 à prendre. D'autre part, il dit qu'ils agissent par des mécanismes très généraux. Ils participent aux fonctions des membranes neuronales, éléments clés de la communication entre les neurones. Ils sont donc essentiels au bon fonctionnement du cerveau. Et en outre, ils ont des propriétés anti-inflammatoires. Donc la dépression aussi, ça peut être un état chronique d'inflammation au niveau du cerveau. Et on estime que chez 2 patients dépressifs sur 3, le cerveau est le siège d'une inflammation chronique de basse intensité, que l'on soupçonne de participer aux symptômes. Et en prescrivant des oméga 3, on a donc beaucoup de chances de frapper juste, sans risquer de nuire. Voilà, donc finalement, qu'est-ce qui peut empêcher un médecin de prescrire oméga 3 ?
sais pas. Parce que C'est intéressant d'avoir Marie-Hélène avec nous. Sur l'inflammation du cerveau, à un moment, c'était aussi une théorie pour dire dans les cas de démence, il y a une inflammation globale. Donc, on s'attaque à l'inflammation et on va régler le problème donc, de la démence sous-jacente. Et en fait, ils se sont aperçus qu'au contraire, ça aggravait les choses. C'était le temps où il fallait, j'allais dire, avaler des anti-inflammatoires pour protéger le cerveau. Mais en fait, ils se sont aperçus que cette inflammation était en fait une réaction du cerveau pour se protéger de la perte de neuronale. Donc au contraire, non seulement il ne fallait pas lutter contre, mais il fallait, j'allais dire, la respecter. Donc je ne sais pas. Écoute, je sais pas. Mais voilà, Il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà, aussi. Beaucoup de gens sont très fatigués. Tout à fait. Et sont un peu déprimés. Ou irritable. Voilà, ou irritables, parce qu'à la fin de l'hiver, les gens n'aspirent plus qu'à une chose, c'est au printemps, au C'est ça. renouveau de la nature. Et prendre... Mais le gros voilà. souci de la psychiatrie, c'est qu'elle psychiatrise beaucoup de choses. Et du coup, comme on psychiatrise beaucoup de symptômes chez les gens, on arrive à avoir une surpsychiatrisation. Et alors, une surdose de médicaments, etc. Alors que finalement, beaucoup de symptômes sont inhérents à la vie quotidienne. En fait, ils sont créés par des événements de vie qui vont causer des symptômes. Et en fait, si on rééduque en tout cas la personne, pas que sur l'alimentation, mais sur toute sa vie en général, ça peut être voilà, le sport, les liens sociaux, sommeil. etc., le sommeil, qui est très important ça aussi. Mais on peut arriver aussi à traiter, sans que ce soit bien sûr une maladie. Quand c'est une maladie, il y a des personnes qui souffrent vraiment d'une dépression Sans chronique. parler que les personnes âgées aussi, ils vivent très souvent à la maison, certes beaucoup sont isolés, regardent la télévision et sont abreuvés de nouvelles négatives à la télévision, qui ne fait rien non plus pour leur remonter le moral, hein, ceci-ci. C'est vrai. Donc, Je pense que c'est intéressant ce que dit Véro, puisque moi j'ai une personne très proche dans ma famille qui a une sclérose en plaques, qui est jeune, hein, et qui auparavant était très fatiguée. Était souvent très fatiguée, donc elle mettait ça beaucoup sur le compte de la maladie. Et on se disait même nous que c'était la maladie. Parce qu'elle avait des coups de pompe, des petites poussées, avec tous les symptômes en fait de la sclérose parfois. Sauf que depuis en fait qu'elle a eu ce déclic un petit peu de prendre en charge son alimentation, enfin de s'intéresser à ça elle aussi, puisqu'on en a discuté, et puis même elle, hein, c'était quelque chose qui lui plaisait, et de faire du sport, puisque c'est redevenu une sportive, elle n'a plus de symptômes de fatigue. Elle me dit, Marine, je me sens beaucoup mieux. Je n'ai plus de coups de pompe que j'avais auparavant, de perte de concentration. Elle avait même des moments où, en fait, au niveau de sa motricité fine, en fait, elle n'arrivait plus à saisir des objets. Tu sais, c'était compliqué pour elle même de se boutonner un pantalon. Et là, maintenant, elle me dit, je me sens beaucoup plus à l'aise, en fait, beaucoup plus alerte. Et en fait, auparavant, elle se nourrissait de sucreries, elle n'avait pas une alimentation, voilà quoi. Donc là, elle m'a dit vraiment, en 6 mois, 1 an, elle a vu la différence. Et Et puis les plats transformés aussi. Voilà. Ça, c'est Qui très est mauvais. flagrante. Et même physiquement, puisque bon, moi je la vois souvent, c'est vrai qu'auparavant, je la trouvais très fatiguée, je me disais, bon, la maladie, c'est compliqué parce que, eh bien maintenant, elle est rayonnante. Voilà. Oui, c'est un Donc, bon exemple. bon, alors je ne sais pas si ça peut être... mais en tout cas, il n'y a que ça qui a changé, hein, puisque son traitement est le même. Oui, son environnement n'a pas Son changé. environnement n'a pas Sa changé. prise en charge de la maladie n'a pas C'est changé. toujours la même. Mais voilà, on a fait évoluer un petit peu les choses. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, il s'intéresse aussi au microbiote intestinal. L'année dernière, avec un pharmacien que j'avais rencontré dans le bateau. Et je lui demandais justement ce qu'il pensait des probiotiques, etc. Puisque ça m'intéressait. Et lui m'a dit, mais attention, il n'y a pas de probiotiques sans prébiotiques. Et les prébiotiques... Oui, sinon, tu peux pas le... Voilà, sinon en fait, on ne peut pas... Parce que beaucoup de personnes aussi prennent des probiotiques. Oui, mais est-ce qu'en amont... Il y a ce qu'il faut pour créer la molécule. Voilà. Et les prébiotiques, ça va être tout ce qui est légumes, etc. Donc c'est assez complexe, mais c'est super intéressant, finalement. Parce qu'en fait, bon, il n'y avait pas de... Déjà, si elle mangeait rien, ne serait-ce que... C'est une question... Ah non, c'est de la salade verte, un voilà. blanc de poulet, c'est tout, quoi. Tu peux pas... Il faut qu'il y ait quand même des résidus
C'est ça. Il faut qu'il y ait un peu de matière pour que ça circule, Voilà. là, j'allais dire. Exactement. Bah oui. Parce que du coup, c'est une constipation mais qui est due à... Fonctionnel. Le fait que Fonctionnel, tu voilà, sois c'est allergique. l'ingestion alimentaire. Bah oui. Ouais. Du coup, C'est pas un ralentissement du Non. du transit ou. Et du coup, pour terminer, enfin presque terminer, il parlait de plusieurs méta-analyses qui ont conclu à l'efficacité des probiotiques contre la dépression chez l'être humain. L'effet est léger à modéré, c'est pas un effet spectaculaire, mais en tout cas, c'est un effet équivalent à certains antidépresseurs. Donc c'est intéressant aussi. Encore faut-il en amont avoir une psycho-éducation sur la psychonutrition pour que ça puisse adhérer. Alors, il disait que la difficulté est qu'il manque encore une définition de ce qui serait un microbiote sain. Oui. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Il n'y a pas de consensualité. C'est ça. Ça n'a pas été étudié. Quelques laboratoires proposent des analyses intestinales, mais c'est pas encore très. Lui, il dit qu'en fait, on manque de références là-dessus. Et que ça manque de rigueur pour le prendre en compte. Et lui, il dit qu'en fait, l'idéal serait d'introduire des questions sur l'alimentation dans les questionnaires de santé mentale, comme des questionnaires qu'on a créés pour évaluer la dépression, l'anxiété, tout ça, et pour pouvoir disposer de données dès le départ, en fait. Et lui, il a élaboré un questionnaire enrichi qu'il utilise dans son étude, parce qu'actuellement, en fait, il fait une étude qui a pour but de commercialiser des compléments alimentaires. Donc, bien. Et c'est une étude qui s'appelle Alimental. Voilà, si vous voulez la regarder. Et ce qui m'amuse, c'est qu'il a fait un. Lui, je trouve que pour m'être intéressé un petit peu à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, etc., il a l'air quand même plutôt cohérent et on sent qu'il n'y a pas que le business, en tout cas. Après, Ses si recherches on sont réfléchit motivées. bien, c'est quand même des questions de bon sens. C'est notre. Tout à fait. Voilà, c'est un peu une dérive de de nos cultures qui ont fait qu'on en arrive à ça. Avant, je pense que les gens se nourrissaient nettement mieux, ils se posaient peut-être moins de questions. Mais là, et peut-être qu'effectivement, c'est notre mode de vie, mais aussi notre alimentation qui peut-être amène effectivement à ce qu'on soit moins bien armé face à la dépression ou à d'autres pathologies. C'est ça. Et puis en fait, lui, quand il parle des régimes à un moment donné, il dit qu'en fait, il ne faudrait pas adopter de régime, qu'en fait, il y a juste un rééquilibrage alimentaire, juste réapprendre à manger. Et que voilà, si on souhaite mincir ou autre, si c'est un souhait, un désir, eh bien, il vaut mieux faire un petit peu de sport, avoir une alimentation équilibrée et peut-être réduire un petit peu ses portions plutôt que de faire un régime strict comme on l'entend, parce qu'il y a tout un tas de régimes cétogènes Hyper et qui protéinés. sont catastrophiques pour l'organisme en fait et pour le cerveau Ça crée un stress énorme. Parce qu'on reprend et qui après, n'agissent pas. qu'on Voilà. soit clair. Et du coup, il propose une grande quantité de bactéries. Là, il parle en fait de son complément alimentaire. Donc du coup, il parle du protocole. Ah oui, en fait, il dit qu'ils ont testé ce mélange pendant 8 semaines, puis qu'ils évaluent l'état des patients. Il insiste sur la nécessité d'une évaluation objective fondée sur des questionnaires standardisés, analysant par exemple la vie sociale ou la diversité des activités pour ne pas cibler que l'alimentation, et qui sont très impactés dans la dépression. Et il dit aussi que les idées noires et les pensées négatives des patients sont le symptôme qui s'améliore en dernier, de sorte qu'ils ne sont pas toujours les meilleurs juges de leur état. Parce que c'est vrai que ça, c'est plutôt de la métacognition en fait. Voilà. Précision utile. Nous utilisons des bactéries vivantes là où dans le commerce, beaucoup de probiotiques utilisent des bactéries mortes. Donc en fait, ce que prennent les gens, ce sont des bactéries qui n'ont pas grande utilité. Mais bon, finalement, c'est commercialisé et ça coûte assez cher et je ne sais pas trop si ça agit. Voilà. Eux, en fait, ce qu'ils vont essayer de commercialiser, c'est plutôt des bactéries vivantes. Alors, Hein? Des petits verres. des petits vers, c'est des tout petits micro-organismes. Je mange tout à l'intérieur, c'est bien. Et il dit que les compléments alimentaires qui ont fait leur preuve devraient être remboursés par la sécurité sociale. Et moi, je suis d'accord. Ah bah oui. Mais oui.
Mais oui, c'est complètement oublié. Alors Bah, que tu c'est sais, un dans la must. sécurité sociale alimentaire, c'est-à-dire, en fait, donc c'est expérimental pour le moment, et donc ça donne à la personne, en fait, c'est comme une subvention, c'est-à-dire qu'elle a droit Oui. à 150 euros pour, pour acheter donc, dans des boutiques Reconnu, enfin reconnues, référencé. voilà, des aliments justement bons pour la santé. Donc soit en circuit court, soit non justement non transformé. Voilà. C'est génial, super intéressant. Justement pour les personnes qui ont un petit budget. Là, je pense que voilà, il y ça avait peut une aider. dame qui était retraitée, qui disait qu'effectivement elle avait une retraite et que 150 euros, Mais oui, voilà, ça lui permettait de mieux s'alimenter. exactement. Et j'interviewais donc la personne responsable de la boutique qui disait que non seulement, bon, bien évidemment, elle espérait que les gens qui venaient chez elle en tiraient un bénéfice, mais comme les produits que l'on peut acheter, parce qu'on ne peut pas donc acheter n'importe quel produit, comme les produits qu'on peut acheter avec cette carte, enfin je ne sais plus comment ils appellent ça, bon, sont ciblés, et surtout sur donc sur des producteurs locaux. Il citait l'exemple donc de la personne qui leur fournissait les œufs, qui a vu elle-même ses commandes augmenter de 30%. Ça c'est génial aussi. Donc pour elle les disait non producteurs, seulement oui, voilà les le producteur agriculteurs, il prospère, il est tout content parce qu'il gagne mieux sa vie, il va pouvoir faire les choses bien, et en plus la personne âgée en l'occurrence là, se nourrissait mieux. Et elle disait par exemple que jusqu'à présent, elle n'achetait pas en viande blanche, elle préférait la dinde parce que c'était moins cher qu'au poulet. Et elle dit maintenant, quand je veux du poulet, j'achète du poulet. Voilà. Et oui, puis du bon poulet, C'est ça, ouais, voilà. traité, en Voilà. plus, ça c'est Mais super. par contre, c'est toujours pareil. Hein, je ne sais pas comment c'est financé. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui paye. Mais en fait, il parle de l'incidence sur l'environnement, en fait, de la surconsommation de... Parce qu'en fait, je vais vous le relire du début pour que vous compreniez, mais on lui pose la question, plutôt que de prescrire des compléments, ne serait-il pas possible de faire des recommandations alimentaires? Et lui, il dit, mais nous avons essayé au début, mais toute une série d'obstacles se sont posés. D'abord, on ne sait pas très bien ce qui se retrouvera dans le cerveau. Divers facteurs biologiques font que les nutriments sont plus ou moins bien absorbés, ça on ne sait pas trop. Ensuite, il est difficile de contrôler exactement ce qu'on donne aux patients. Les noix sont par exemple très riches en oméga 3, mais elles contiennent aussi beaucoup d'acides gras saturés qu'il faut limiter, en particulier chez les personnes en surpoids ou obèses. Se pose également la question de la dose. Il faudrait qu'un patient dépressif mange du saumon ou un autre poisson presque tous les jours pour intégrer la quantité d'oméga 3 suffisante pour traiter la dépression. Sauf que en fait ça soulève deux problèmes. D'une part la pollution aux métaux lourds Dans les poissons, d'ailleurs. Voilà. Voilà. Et d'autre part, augmenter à ce point la consommation de poissons aggraverait considérablement le problème de la surpêche. Donc en fait, voilà, on ne peut pas non plus... C'est pour ça que les compléments alimentaires peuvent agir aussi un petit peu, pour un petit peu compenser.